Les bruits du métal qui grince font frissonner la recrue. Il sait que les autres l'ont provoqué plus tôt, mais il pense sans cesse à leur histoire. Ce n'est qu'un simple bizutage, se dit-il. C'est quelque chose qu'ils font pour effrayer les nouveaux membres de l'équipage. Juste une stupide histoire de fantôme. Il n'y a jamais eu de passagers clandestins. Le faisceau de sa lampe torche parcourt les numéros sur les côtés de chaque conteneur, puis éclaire son porte-bloc et les papiers dans ses mains. Il se surprend à se rappeler les détails en inspectant le pont de chargement, objet par objet. Il paraît qu'il y a une caisse cachée à bord du navire qui n'apparaît sur aucun manifeste. Personne ne la signale jamais, elle n'a jamais quitté le bateau, car il y a quelque chose de vivant à l'intérieur. Les membres de l'équipage disaient entendre la nuit des pas et des bruits de quelque chose de bien plus gros qu'un rat au plus profond des entrailles du navire. Au fil des ans, des gens avaient ouvert cette caisse mystérieuse, l'utilisant pour stocker des affaires et découvrant toujours son contenu abîmé à l'arrivée. La nourriture était toujours mangée ou pourrie. Le reste était trop corrodé et rouillé pour être utilisé. C'était l'œuvre du passager clandestin. La recrue atteint l'extrémité de la soute, sa lampe passant sur un numéro qu'il ne reconnaît pas. Il parcourt le manifeste, vérifiant chaque numéro de conteneur. Aucune correspondance. Il regarde à nouveau, vérifie encore. La même chose. Cette caisse ne devrait pas être sur le navire, tout comme celle de l'histoire. Attrapant sa radio, il contacte le capitaine pour l'informer qu'il y a un objet non répertorié à bord. Aucune réponse de l'autre côté, il est trop tard dans la nuit. Ou peut-être que c'est une blague, ça doit l'être, se dit la recrue. Fait partie d'une grande blague dont il est la cible. Pas de réponse radio, car l'équipage se cache dans le conteneur, prêt à surgir pour lui faire peur. C'était une mise en scène élaborée. La recrue a presque envie de les laisser là, de retourner à sa couchette et de les laisser avoir honte d'avoir attendu toute la nuit pour lui jouer un tour. Mais s'il n'ouvre pas le conteneur, cela donne une mauvaise image de sa capacité à faire son travail correctement. Prenant une profonde inspiration pour se donner du courage, il ouvre soudain les portes et découvre qu'il est vide. Ce n'est pas possible. Il lève sa lampe torche, le faisceau éclaire quelque chose recroquevillé dans le coin. La chose tressaille à la lumière, attirant l'attention de la recrue. Ses membres maigres et décharnés tiennent quelque chose de mouillé et ensanglanté devant son visage, tandis que des bruits de succion et de craquements inquiétants résonnent dans le conteneur. Remarquant la lumière de la lampe torche, la créature se tourne vers la recrue, ses yeux enfoncés semblant aspirer dans les orbites de son crâne. Des cheveux emmêlés et ébouriffés sont partout. Les restes de vêtements négligés, souillés et en lambeaux cachent à peine la silhouette affamée et desséchée de la personne qui les porte. Et dans ses doigts noueux, il y a un rat mort, à moitié dévoré. Le passager clandestin, à travers ses dents pourries et manquantes, hurle sur l'intrus et une lampe de poche tombe au sol. Mesurant un peu moins de 12 mètres de long, un peu plus de 2,5 mètres de large et près de 3 mètres de haut, le conteneur a été récupéré du cargo AKD Nonolith après son amarrage au chantier naval Redacted. À première vue, il ne semble être rien de plus qu'un simple conteneur maritime rouge, présentant seulement quelques traces d'usure et portant des marquages conformes au système de numérotation du chantier naval. Cependant, après la récupération, la Fondation SCP a mené une analyse plus approfondie, et ce qu'ils ont découvert était tout sauf ordinaire. Bien qu'ils soient constitués de métaux terrestres non anormaux, leur assemblage et structure ne correspondent à aucune norme industrielle connue pour la construction des conteneurs maritimes. Vu de l'extérieur, le conteneur semble normal, mais une fois ouvert. Étant donné son lien supposé avec une série de disparitions, les chercheurs étaient réticents à ouvrir le conteneur. Un long débat prolongé sur la question de savoir qui devrait être tenu responsable si une entité anormale était libérée de l'objet s'ensuivit, ralentissant considérablement le processus d'examen. L'équipe de recherche ayant refusé de tirer à la courte paille, un membre de la classe D fut utilisé à la place. Le personnel de la Fondation l'a observé ouvrir l'objet à l'abri derrière une vitre d'observation blindée. Heureusement pour Decept 1466, le membre de la classe D assigné à la tâche, l'ouverture du conteneur a révélé ce qui semblait être un intérieur tout à fait ordinaire, exactement comme on pourrait s'y attendre d'un conteneur d'expédition standard et non anormal. Cependant, en entrant à l'intérieur, Decept 1466 a immédiatement remarqué deux détails troublants. Premièrement, la température à l'intérieur était étonnamment chaude, atteignant un niveau qui semblait étrangement adapté à l'habitation humaine, malgré l'absence d'isolation visible, de bouches d'aération ou de sources de chaleur.
Deuxièmement, la luminosité était bien plus forte que prévu sans qu'aucune ampoule, luminaire ou source d'éclairage visible ne soit présente à l'intérieur. Cependant, alors que ces premières observations étaient en cours, les portes du conteneur se sont accidentellement refermées pendant que Decept 1466 se trouvait encore à l'intérieur. Au départ, il y avait une incertitude sur la marche à suivre, certains chercheurs craignant que l'objet soit un être carnivore conscient se faisant passer pour un conteneur d'expédition. Après 5 minutes sans autre incident, l'équipe de recherche a décidé de récupérer Decept 1466 du conteneur. En l'ouvrant à nouveau, ils ont trouvé le membre de la classe D vivant, mais dans un état de confusion et d'indignation d'avoir été enfermé aussi longtemps, accusant la Fondation d'utiliser des techniques d'interrogatoire coercitives contre lui. Lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, Decept 1466 a précisé que, de son point de vue, il avait été enfermé dans le conteneur d'expédition pendant environ 2 heures. Une inspection de la chambre d'essai a montré que seules 5 minutes s'étaient écoulées depuis la fermeture des portes. Rien n'indiquait que le personnel de la Fondation était sous l'influence d'un quelconque effet anormal altérant leur perception du temps. Toutes les horloges, montres et instruments de mesure du temps, numériques ou analogiques, sont confirmés en bon état de fonctionnement. Seul Decept 1466 avait ressenti un passage du temps différent. La Fondation a aussitôt réuni des experts en dilatation temporelle pour assister l'équipe de recherche dans leur enquête. Grâce au témoignage direct de Decept 1466 et à la poursuite des expérimentations, les chercheurs ont confirmé que l'anomalie n'était ni une hallucination, ni une manipulation psychologique, ni une distorsion sensorielle. Au contraire, c'est la structure du temps qui avait été altérée dans le conteneur. Le cours du temps avait littéralement été modifié à partir du moment où les portes s'étaient refermées. Lorsque cela se produit, à l'intérieur du conteneur, le temps s'écoule à une vitesse différente de celle du monde extérieur. Cette différence a été notée comme étant presque entièrement aléatoire, sans aucune cohérence. À l'intérieur du conteneur, le temps peut soit s'accélérer, soit ralentir, et même s'inverser dans certains cas. Cependant, il s'est avéré impossible de prédire exactement comment le flux temporel sera affecté à chaque fois. Cherchant à tester davantage les effets de l'anomalie, la Fondation a continué à utiliser Decept 1466 comme sujet d'expérience. Lors d'une expérience suivante, ils ont reçu des montres et du matériel pour mesurer le temps, dont un chronomètre et plusieurs chronomètres de secours. Pour savoir si ces dispositifs étaient aussi touchés par la dilatation temporelle anormale ou pouvaient servir à mesurer ces effets. La porte a été refermée, cependant, cette fois-ci pendant 1 heure entière. Lorsqu'elle a été rouverte, Decept 1466 a été surpris d'être libéré du conteneur aussi rapidement, car de son point de vue, seulement 1 minute et demie s'était écoulée. Ils ont rapporté que les chronomètres semblaient avoir fonctionné normalement à l'intérieur du conteneur. Cependant, à l'ouverture, les instruments de mesure du temps se sont brisés, éclatant en une pluie de rouages et de ressorts cassés, et ont cessé de fonctionner. Des tentatives ont été faites pour utiliser des méthodes numériques et électroniques afin de mesurer l'écoulement du temps à l'intérieur du conteneur. Cependant, cette même défaillance catastrophique semblait toucher tous les dispositifs de mesure du temps. Toutes les données étaient effacées dès l'ouverture de la porte, y compris ce qui avait été enregistré pendant que le conteneur était scellé. La Fondation n'a pas pu trouver de support capable d'enregistrer de manière fiable le passage du temps pendant que les portes étaient fermées et a été contrainte de se fier aux stylos et au papier ainsi qu'aux observations du sujet humain placé à l'intérieur. Lors d'un test ultérieur, Decept 1466 a de nouveau été placé à l'intérieur du conteneur. Les portes ont été scellées pendant 1 heure supplémentaire, et une fois ce temps écoulé, elles ont de nouveau été ouvertes. Mais cette fois, ils n'étaient plus les mêmes lorsque l'équipe de recherche les a retrouvées à l'intérieur. En déverrouillant les portes du conteneur, les chercheurs n'ont trouvé aucune trace de Decept 1466. Au départ, on a supposé qu'ils avaient simplement disparu ou que la dilatation temporelle de l'anomalie les avait d'une certaine manière déplacés. Mais une brève fouille a confirmé que Decept 1466 était toujours à l'intérieur. Ce qu'il en restait, du moins. Le corps du sujet de classe D a été découvert en position assise contre le mur du fond du conteneur. Ils avaient été momifiés. Des tests de datation au carbone effectués sur les restes de Decept 1466 ont estimé que le corps avait plusieurs milliers d'années. Des experts en archéologie anormale ont noté que les restes présentèrent de graves dommages, en particulier au niveau des mains où les os avaient subi de nombreuses lacérations et fractures. Decept 1466 avait frappé ses mains contre les portes et les murs du conteneur jusqu'à ce que ses os se brisent. Une fracture similaire a été trouvée dans la jambe droite.
Des traces de composés organiques ont aussi été trouvées sur les portes du conteneur, puis identifiées par le département de biochimie de la Fondation SCP. Une fois compris, les informations sur le composé ont été caviardées dans les dossiers par décence. Afin de déterminer s'il existait une corrélation entre le temps qui s'écoulait à l'extérieur du conteneur et à l'intérieur, la Fondation a réquisitionné un autre membre de la classe D pour servir de sujet de test. D9558 a été placé à l'intérieur du conteneur maritime et, point crucial, n'a pas été informé de ses effets anormaux avant le test. Les portes ont été fermées pendant 1 heure, et alors que les chercheurs s'attendaient à retrouver D9558 dans un état similaire à celui des restes de D7466, une fouille minutieuse du conteneur a révélé que D9558 avait apparemment disparu. C'était un effet de la dilatation temporelle qui n'avait pas encore été observé et qui a laissé l'équipe de recherche perplexe. Il n'y avait aucun moyen de déterminer où était passé le sujet de test de classe D, ni même s'il était encore en vie. Les tests ont été suspendus, pour ne reprendre que près de 3 jours plus tard. En ouvrant le conteneur, les chercheurs ont été surpris de trouver D9558 debout à l'intérieur. N'ayant subi aucun effet néfaste de la dilatation temporelle malgré 66 heures consécutives passées dans l'objet anormal. Interrogé sur le temps passé, il a assuré que l'équipe de recherche n'avait jamais fermé la porte. Le groupe de consultants en dilatation temporelle a suggéré la théorie selon laquelle D9558 avait semblé disparaître parce que les effets anormaux du conteneur avaient accéléré le temps jusqu'au moment où les portes ont été rouvertes. Cela a fait que D9558 a vécu le début et la fin du test comme un seul et même instant continu. Le même jour, une proposition d'utiliser le conteneur maritime comme machine à voyager dans le temps a été déposée. Elle a été rejetée par le comité d'éthique et le conseil O5 car les tests n'avaient pas permis de déterminer combien de temps s'écoulait à l'intérieur de l'objet lorsque les portes étaient refermées. Si l'équipe trouvait comment calculer le flux temporel dans le conteneur, cela serait un atout précieux pour la Fondation. Une expédition de longue durée à l'intérieur de l'objet a été planifiée, proposée, puis approuvée. Étant donné qu'il n'avait toujours aucune idée du fonctionnement de l'anomalie, D9558 a été utilisé pour des tests supplémentaires, aux côtés de 2 autres sujets, D8627 et D4513. Les 3 sujets ont été enfermés à l'intérieur du conteneur maritime pendant 1 heure et munis de carnets et de stylos, ainsi que de suffisamment de rations pour tenir 5 ans. Les 3 sujets devaient consigner leurs expériences à l'intérieur, sans être informés de la nature de l'anomalie. L'équipe de recherche a jugé cela nécessaire afin d'éviter que l'un d'eux ne s'oppose à être confiné dans ce qui était essentiellement une petite pièce, pendant ce qui leur semblerait être une période prolongée. En rouvrant le conteneur 1 heure plus tard, l'équipe de recherche a trouvé D9558, D8627 et D4513 morts. Les 3 étaient décédés, bien qu'il ne semblait pas que ce soit à cause du temps prolongé passé dans le conteneur, comme cela avait été le cas pour le D7 1466 momifié, qui était probablement mort de faim. En examinant leurs restes, une autopsie de la Fondation a confirmé que 2 des sujets, D9558 et D4513, avaient tous 2 subi de graves traumatismes contondants, probablement causés lors de coups portés à main nue. Ces blessures étaient considérées comme la cause du décès dans les 2 cas. Cependant, il semble qu'après leur mort, ces 2 membres du personnel de classe D aient été éventrés et soumis à d'autres mutilations après avoir été tués, dont les détails sont caviardés dans la base de données de la Fondation. Le 3e membre de l'expédition, D8627, avait subi un éventrement similaire, bien que la principale différence soit que celui-ci semblait s'être infligé lui-même ses blessures. Les carnets qui avaient été fournis au sujet de test contenaient des journaux couvrant une période allant d'1 seule année jusqu'à un maximum de 9 ans. Le nombre exact étant censuré, on sait seulement que la dilatation temporelle vécue par les 3 sujets n'a pas duré assez d'années pour atteindre 10 ans. Après ce point, les détails consignés dans les carnets se dégradent en divagations incohérentes et pour la plupart inintelligibles. Des écrits similaires ont également été retrouvés sur les parois intérieures du conteneur maritime, rédigés avec le sang et les excréments des 3 sujets de classe D. L'analyse des empreintes digitales par les équipes médico-légales de la Fondation a confirmé que D8627 était le seul auteur, et ses divagations semblent avoir été laissées sur les murs à l'aide du sang et des matières fécales qu'il a récupérées sur les 2 autres sujets après leur décès. Aucune tentative de déchiffrer les écrits laissés n'a révélé d'informations utiles sur les expériences des 3 sujets de test.
La seule conclusion à laquelle les chercheurs de la Fondation ont pu parvenir est qu'après avoir enduré ce qui lui a semblé être plusieurs années à l'intérieur du conteneur, D8627 a succombé à une psychose et une paranoïa extrême, se fixant sur les autres sujets de classe D. Le point de rupture exact reste inconnu, mais les preuves suggèrent fortement que D8-1627 est responsable de la mort de D9-1558 et D4513. Il n'est toujours pas clair si les meurtres étaient prémédités, le résultat de tensions croissantes, ou s'ils ont été influencés par l'anomalie elle-même. Sans moyen externe de suivre le temps à l'intérieur du conteneur, l'ampleur réelle de la détérioration mentale de D8627 et ce qui s'est réellement passé durant ces années manquantes restent un mystère. Le conteneur a été transféré dans une chambre forte de confinement de classe 4. À leur arrivée pour nettoyer au jet d'eau, les équipes de la Fondation ont constaté que les inscriptions sur les murs avaient disparu. Il semblait que, du fait des propriétés temporelles du conteneur, tout dommage subi était annulé après un certain temps aléatoire. À l'heure actuelle, l'objet, désormais désigné sous le nom de SCP-128, ne présente aucune activité supplémentaire ni aucune autre propriété anormale qui justifierait des mesures de confinement plus strictes. Conformément aux procédures de sécurité standard de la Fondation SCP, tout accès non autorisé est strictement interdit. Cependant, personne ne se précipite vraiment pour passer du temps dans la pièce sans fin. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-002, le Salon Vivant.